on va démarrer avec Yannick Gervais. Justement, vous qui êtes donc en prise avec cette question du maintien à l'emploi au Crédit Agricole. Et un des points sur lequel nous avons longuement discuté tous les deux, c'était vraiment de parler de l'importance de la pluridisciplinarité aujourd'hui dans votre métier et de nous dire aujourd'hui les atouts, les avantages et comment vous voyez ça, parce que vous avez un point de vue bien marqué, hein, je me souviens. Effectivement. Donc l'expérience vient quand même de chez Arim, puisque lorsqu'on fait des restitutions de bilan, on met autour de la table des personnes d'environnements différents. Dernièrement, on avait mis quelqu'un des organisations syndicales. Il y a le médecin du travail, il y a l'assistant social si besoin, il y a le RH, il y a le manager. Tout ça, c'est cette idée de pluridisciplinarité. On a signé notre 5e accord au 1er janvier de cette année pour 3 ans, signature à l'unanimité des organisations syndicales, et on a introduit cette notion parce que tout à l'heure j'ai échangé avec M. Martinez aussi sur chaque cas de handicap doit être traité de manière individuelle. Chacun a des particularités. Et quand on n'a pas la solution toute faite, un fauteuil ergonomique, c'est simple, on installe ça facilement. On a, nous, les grands groupes, des fauteuils, des dispositifs avec toutes les options voulues et hop, on installe. Par contre, dès qu'on rentre contre un problème bien particulier, eh bien, on n'a pas la science infuse. Et le médecin doit garder son secret professionnel sur le problème médical, mais il doit nous dire qu'est-ce que le collaborateur n'est pas en mesure de faire et comment est-ce que nous, avec différents acteurs, on va trouver la solution qui lui permette d'exprimer toutes ses compétences, comme on le disait tout à l'heure, au sein de l'entreprise. L'entreprise, je le dis des fois dans des bilans avec Gisèle, quand on fait des échanges avant que le collaborateur rentre, on n'est pas un hôpital de jour. Le collaborateur, il a une valeur dans l'entreprise, il a une feuille de paye, mais il doit aussi rendre ce service à l'entreprise. Sinon, voilà, ça serait la porte ouverte à toutes les dérives, à l'empathie la plus totale. Ce que vous disiez justement, c'est la question de la compétence qui doit quand même primer au premier abord. Mais là, c'est pareil. Au niveau de la compétence, dans les cas de handicap psychique, on fait appel à des experts. C'est les experts qui vont nous dire ce collaborateur, il a eu des compétences, il a eu un problème à un moment donné, mais il a toujours ses compétences et on va faire en sorte qu'il réacquiert une activité professionnelle au sein de l'entreprise. Maintenant, si nos spécialistes nous disent « mais non, il n'y arrivera jamais », comme on le disait dans la table ronde tout à l'heure, les grosses entreprises n'ont plus d'emplois un peu dits réservés, le courrier, l'économal, le jardinage. Donc, Arim nous aide à ce moment-là à dire aux collaborateurs, eh ben voilà, il n'y a plus de compétences, ben on va t'aider à trouver quelque chose à l'extérieur de l'entreprise et on va l'accompagner avec Arim, mais sur une activité qui n'est plus au sein de l'entreprise primaire. Une des questions qui apparaissait aussi, c'était la connaissance des métiers, c'est-à-dire de s'entourer d'experts qui connaissent les métiers de votre entreprise, pas seulement le côté, on va dire, médical ou psychique d'une personne, mais c'est vraiment un travail conjoint de différents acteurs, hein. Et c'est alors bon, essentiel. C'est essentiel, comme on le disait tout à l'heure, l'emploi accompagné. On a eu malgré tout, enfin moi je suis là depuis 2011, il y a des moments où il y avait des experts qui attaquaient l'entreprise en disant oui mais le salarié n'est pas assez payé, ah ben le salarié il fait trop d'heures, ah, ben, alors il n'est pas aux côtés de l'entreprise et là ça peut pas coller. Il faut, et on a la chance d'avoir des gens chez Arim qui connaissent depuis longtemps nos métiers, nos différents métiers, parce que voilà, dans une banque, il y a des métiers divers et variés, et ils s'intègrent complètement au sein du service, au sein du manager et de l'équipe, et on va essayer de trouver la bonne solution pour que le collaborateur se retrouve en adéquation la plus totale avec ses capacités et avec le service attendu. On a un exemple là qui s'est terminé il y a quelques mois, c'est on l'a accompagné pendant plus de 3 ans ce collaborateur et la dernière réunion de bilan, on n'avait plus rien à se dire parce qu'il a réintégré son entreprise. Il est dans un environnement bienveillant parce qu'il a un manager qui fait attention et qui lui a donné des charges de travail qui correspondent encore à ses capacités. On va y venir au collectif, hein, qui est important. Mais voilà, pour nous, c'est d'avoir un bilan où on n'a plus rien à dire et que le collaborateur arrive avec la banane et qu'il est bien cravaté, machin et tout. Et voilà, c'est une preuve de réussite.
pour nous et pour le collectif qui était autour de ce collaborateur. Merci Yannick. Je donne la parole à Gisèle, justement. Vous parliez, vous, cette pluridisciplinarité, c'est vraiment un travail de co-construction gagnant-gagnant. Est-ce que vous pourriez nous développer cette idée, justement? Oui, alors je vais essayer de ne pas être trop long. Non, je vous coupe là, cette fois-ci. Vous n'en voudrez pas. Oui, gagnant-gagnant, je crois que c'est une expression de Dominique, mais je la trouve très bonne. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment... moi, je ne peux pas concevoir qu'on puisse être dans ce champ-là sans travailler, je dirais, effectivement en pluridisciplinarité. À ARIM, il faut dire que ARIM... l'association ARIM elle-même est née de ça, c'est-à-dire que c'est vraiment dans les gènes d'ARIM, cette notion de pluridisciplinarité, j'ai envie de le rappeler. Dans l'association, ce n'est pas un hasard. S'il y a un président qui est du secteur des secteurs spécialisés et un vice-président qui est du monde de l'entreprise. L'association ARIM a été pensée comme ça. Le conseil d'administration, c'est la même chose. Un tiers du conseil d'administration, ce sont des entreprises, un tiers des gens du monde spécialisé, et le troisième tiers, ça peut être des artistes, ça peut être... tout ce qui peut contribuer. Voilà. Donc, vraiment, c'est ARIM, c'est dans les gènes d'ARIM. L'équipe, c'est la même chose. L'équipe dont sans doute on n'a pas assez parlé ce soir, enfin je veux dire, il y a un consultant DRH, on a eu une assistante sociale, en ce moment, bon, on n'en a pas, mais on a un ergonome, des psychologues, des psychiatres, une formatrice, il y a un secteur administratif avec Laurence Bernard, qui est quelqu'un de très important dans la structure, qui est toujours le témoin de l'entreprise et qui nous remet un peu les idées en place à certains moments quand les psys commencent à être trop, je dirais, dans l'écoute. Je pourrais parler très longtemps de la pluridisciplinarité. Elle me paraît absolument indispensable et comme l'évoque Yannick, dans nos pratiques, elle jalonne toutes nos pratiques. Parce que Yannick a parlé des réunions bilan, mais on peut parler des audits de situation qui démarrent les actions et où on interroge les différentes personnes sur la problématique qui existe dans l'entreprise. On peut parler des audits de poste où... je dirais le coach interroge autant le responsable que le salarié lui-même sur ce qu'est son poste et les difficultés qui sont rencontrées. Voilà, il y a d'autres aspects aussi de notre fonctionnement qui sont dans cette démarche de pluridisciplinarité. Alors, ce qui fait le lien justement avec Yannick... oui, j'allais vous dire à Yannick Gervais, Monsieur Gervais, j'allais vous appeler. Voilà, justement, le rapprochement de ces différents acteurs, c'est aussi une nécessité aussi d'anticiper justement sur les différentes actions qui vont être mises en œuvre. Et votre démarche, elle va même beaucoup plus loin, puisque vous m'avez parlé aussi du rapprochement avec d'autres acteurs de l'écosystème, qui vont être les universités, la région, pour vraiment avoir des actions en amont du marché du travail, j'allais dire, quelque part, finalement. Alors oui, ça rejoint plus, là, on était sur le maintien dans l'emploi, là, ça rejoint plus le recrutement, parce que on a tous des difficultés, toutes les grosses entreprises ont des problèmes de recrutement, et on a signé, donc il y a 2 ans maintenant, un accord avec la région Île-de-France, avec les universités, pour que les grosses entreprises puissent être là pour soutenir les jeunes qui sont en échec de scolarité, parce que souvent de fois, à cause du handicap, on arrête de poursuivre ses études. Et donc on est là vraiment, nous, en disant c'est dès le lycée, le collège, l'université qu'il va falloir qu'on appuie pour que ces jeunes ne décrochent pas et qu'ils puissent arriver à un niveau d'études que les entreprises attendent, et de plus en plus, comme on disait, les grosses entreprises, elles attendent à des bac plus 5, et quand on a un bac plus 5 qui est en situation de handicap, on se l'arrache, quoi. Enfin, c'est celui qui va offrir le meilleur poste, qui va et le collaborateur, le futur collaborateur, a le choix, et du coup, voilà, on est vraiment sur des difficultés. Donc, c'est pour ça que toutes les grosses entreprises ont participé à
convention entre la région, les universités, les lycées, les collèges, et on est là aussi pour leur apporter des informations sur le fait de dire, quand vous allez rentrer dans la vie privée, dans la vie active, il faut savoir préparer un CV, il faut savoir se vendre, il faut savoir, etc. Et c'est quelque chose qui n'est pas fait forcément aujourd'hui. Voilà, cette convention, aujourd'hui, elle a été signée. Est-ce qu'il y a des actions déjà concrètes qui sont... C'est un petit peu long à se mettre en route, mais voilà, donc là, on commence à avoir quelques prémices, parce qu'il fallait trouver un référent qui fasse le lien entre toutes les universités, qui sélectionne les CV, qui sélectionne les fiches de poste que les entreprises ont fait passer, parce que chacune a des particularités. Donc en ce moment, on a plus des techniciens qui sont proposés que des gens qui ont au niveau banque, on n'a pas eu encore vraiment beaucoup de retours. Ok, merci beaucoup Yannick Gervais. Éric Lamotte, je reviens vers vous. Au sein de Bayard, il y a une expérimentation qui a été faite récemment. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette expérimentation qui a été la naissance d'une cellule pluridisciplinaire, en nous en parlant un petit peu, nous expliquant les tenants et les aboutissants, mais surtout ce que ça a vraiment apporté au groupe Bayard? Alors, effectivement, je suis le responsable de l'établissement, le siège, qui fait 900 personnes. Et il faut quand même donner quelques éléments de contexte. C'est-à-dire que nous avons, pour ces 900 personnes de Montrouge, qui sont installées à Montrouge, pas loin du Crédit Agricole, nous avons tout un dispositif qui nous paraissait assez complet, avec une mission handicap, avec... donc une tradition et une pratique du dialogue social très, très réelle et réelle et active, un comité de pilotage RPS, une cellule d'intervention et de coordination pour les RPS. Enfin, on a vraiment, nous, déjà, dans cet établissement, différents éléments qui permettent de travailler de façon avec des interlocuteurs très divers, des élus, le service social. On a un service social et un service médical avec une assistante sociale à temps plein, une infirmière à temps plein, le médecin du travail, etc. Donc, une DRH très attentive et je crois aussi, il faut le dire, un climat de bienveillance entre au groupe Bayard, les salariés. Dans la presse, on peut le dire, parce que c'est très, très rare. C'est ça. Voilà, donc je crois, enfin vraiment, je crois qu'on peut le dire. Voilà. Mais on s'est rendu compte, face à une situation de reclassement d'une personne, d'un salarié dont on sentait intuitivement qu'il était confronté à un problème psychique, qu'on avait un petit trou dans la raquette. Malgré tous ces services qui existent déjà. Et donc, notre assistante sociale, très en lien avec la GFIP à l'époque et toujours, nous est revenue en nous disant, eh bien écoutez, peut-être qu'on peut, dans le cadre d'une expérimentation, financée d'ailleurs généreusement par la GFIP, travailler avec l'ARIM pour la création d'une cellule pluridisciplinaire. Alors, c'était un effet d'aubaine pour nous, parce que je dirais que la première priorité, c'était déjà d'essayer de trouver une situation de reclassement pour ce salarié, dont je vous ai dit un mot tout à l'heure, et on avait posé par principe qu'il fallait le reclasser. Voilà. Alors nous sommes une entreprise de taille intermédiaire, on n'a pas des possibilités énormes de reclassement, et on s'était engagé devant les partenaires sociaux à tout mettre en œuvre pour que ce reclassement se passe de la meilleure façon possible. Voilà. C'est à cette occasion-là que nous avons mis en place une cellule dont le pilote et l'assistante sociale. Font partie de cette cellule le médecin du travail, l'infirmière, moi, S-Qualité, directeur de l'établissement, président du CHSCT, un représentant des managers, un représentant de la DRH et aujourd'hui 2 élus. Et ça, c'était très intéressant d'avoir aussi autour de la table 2 élus du CHSCT. Voilà. Et donc, on a fixé un cadre de travail. Vous nous avez aidé. Vous nous avez aidé aussi à nous mettre un petit peu au niveau en termes de connaissances, parce que voilà, il y avait cette première phase. On a fixé un cadre au fonctionnement de cette cellule pluridisciplinaire et on s'est lancé. Et donc, en attaquant par cette situation très particulière. On a fait une charte, absolument. On a défini des règles de fonctionnement. Il y avait la question de la confidentialité qui était très importante. Voilà, absolument. Pour se donner la possibilité de parler, d'échanger plus librement que dans nos autres
éléments du dispositif de situations particulières où on avait manifestement affaire à une situation de trouble psychique. Voilà. Alors aujourd'hui, cette cellule a bien fonctionné, le salarié a retrouvé un poste. Alors, de toute façon, par principe, on s'était dit on le reclasse. Il fallait l'accompagner lui, très clairement. Il fallait aussi accompagner l'équipe et le manager. Voilà. Donc, et tout ça est apparu très important dès le départ. Alors, on n'est pas arrivé au bout. Hein. Il y a encore des difficultés. J'avoue, je suis assez sensible à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que aujourd'hui, notre manager, il est quand même très limite en termes de RPS lui-même, du fait de cette situation. Donc, les prix entre le salarié et l'équipe. Voilà. Ce qui veut dire qu'il y a un gros travail aussi à faire justement avec le collectif et le manager. Absolument. Donc on n'est pas arrivé au bout. Moi je dirais que je me réjouis de ce travail qui devait durer 1 an dans un premier temps, puis l'expérience a été prolongée d'1 an, donc moi j'en étais absolument ravi. Moi je dirais que ça nous a permis, dans un cadre un peu différent, d'apprendre à mieux nommer certaines choses. Et je pense, je ne voudrais pas pasticher une célèbre citation, mais je crois qu'à mieux nommer certaines situations, certains symptômes, certaines difficultés, on facilite la mise en place de solutions durables. Voilà. Donc, on est quand même dans le cadre d'une expérimentation donc qui va s'arrêter prochainement. Oui. Donc, ce qui veut dire il va falloir penser à l'après-expérimentation. Oui. Comment aujourd'hui le Bayard se positionne justement quelles sont les réflexions que vous menez justement pour moi, c'est assez simple. Moi, je fais confiance au pilote. C'est l'assistante sociale. L'assistante sociale est très positive et très confiante dans le fonctionnement. Alors oui, parce qu'on a fonctionné quand même avec les experts de l'ARIM. Tout à l'heure, on parlait d'experts, mais vous étiez là, très présents lors de ces réunions. Donc pendant 2 ans, on a fonctionné avec les experts de l'ARIM. Donc là, on va devoir fonctionner sans les experts ARIM. L'assistante sociale est tout à fait confiante et donc je le suis avec elle. Voilà. Moi, la seule interrogation que j'ai, je vais être franc, est-ce que nous allons parvenir sans les experts de l'ARIM? Alors nous avons un expert, nous avons le médecin du travail, qui est là, qui est un expert. Qui est un médecin du travail. Exactement. Mais qui est quand même moins présent, qui est moins présent dans l'entreprise, en tout cas depuis l'entrée en vigueur de certaines dispositions, voilà, il faut le dire. Est-ce qu'on va arriver à se dire autant de choses donc sans les experts de l'ARIM? Parce que moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était le dialogue que vous aviez avec le médecin du travail. Et moi, j'avoue que je ne sais pas si elle est dans la salle, d'ailleurs, elle m'avait dit qu'elle viendrait peut-être, mais elle sortait quand même, elle allait plus loin et elle en disait plus que d'ordinaire. Et donc, pour moi, la question, c'est ça, c'est est-ce qu'on va avoir, sans la présence des experts de l'ARIM, des échanges aussi riche, y compris avec notre expert permanent, qu'est le médecin du travail. Voilà, c'est le petit doute, moi, ou la petite interrogation que j'ai. A priori, il doit y avoir un bilan qui va être fait en fin d'année. Voilà. Je rajoute juste un mot, une commission pluridisciplinaire doit être faite avec différents experts de différents domaines. Nous, les généralistes, à l'ARH, on n'est pas spécialisés dans tous les domaines. Et donc, il faut qu'il y ait quand même des experts. Comme on le disait tout à l'heure, le CHSCT est peut-être un expert aussi dans son domaine. Les élus, et les élus, comme je le disais, on a eu, nous, le CHSCT, il nous a aidés à la SEPH pour faire, ils sortent un journal tous les 2 mois, et ils ont fait un journal sur le handicap. Donc, ce sont des experts. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Donc, voilà. Et si vous avez besoin d'experts à ARIM, il faut les inclure dans cette commission pluridisciplinaire. Oui, bien sûr. La question des financements, je crois, qui va être soulevée. Hein, oui, je crois, parce que sinon, je crois que M. Lamotte n'hésiterait pas à garder le club ARIM avec lui à ses côtés. Oui, tout à fait. Ah, oui, bien d'accord. J'irai chercher un peu d'argent au Crédit Agricole. Merci beaucoup, Éric Lamotte, pour ce témoignage.
Je vais donner la parole à Sabrina Barrington. Alors, elle qui n'est pas dans l'entreprise privée, mais qui est du côté de la fonction publique, justement. Alors, vous, quel est votre regard aujourd'hui? À quoi vous devez faire face dans cette grande entreprise qui est la fonction publique? Quelles sont aujourd'hui vos problématiques que vous rencontrez? Alors, pour commencer, déjà quelques éléments de contexte également, parce que donc le CIG est un centre de gestion. Donc concrètement, c'est un établissement public territorial qui accompagne les collectivités de la Petite Couronne, donc plus précisément du 92, du 93, du 94. Donc c'est vrai qu'on a quand même un périmètre géographique assez étendu, puisqu'au final, on accompagne plus précisément donc 380 collectivités, soit potentiellement plus de 150 agents territoriaux. Voilà, donc... Du coup, le CIG est un établissement, mais qui est extérieur aux collectivités. Donc ça veut dire qu'on n'est pas dans la collectivité. Et pour le coup, on accompagne effectivement nos employeurs sur justement tout ce qui est problématique d'insertion et de maintien dans l'emploi. Donc plus précisément, le handicap psychique, effectivement, nous mobilise fortement, puisque du coup, on est confronté à des problématiques d'accompagnement individuel, puisque des directeurs des ressources humaines nous contactent, ainsi que des médecins, pour nous faire part de difficultés, donc en premier lieu individuelles, mais également collectives, parce que du coup, on nous sollicite malheureusement bien souvent lorsque les collectifs de travail sont dégradés ou en cours. Voilà, donc effectivement, la grande difficulté oui, vous me disiez lors de notre conversation, justement, c'est que vous constatiez une hausse des demandes, pas qu'avant il y en avait moins, mais qu'aujourd'hui quand même les gens entament plus des démarches, même si vous parliez justement d'un contexte dégradé un peu trop tard, mais en tout cas il y a déjà un avancement dans l'attitude. Oui, donc effectivement, parce que donc depuis quelques temps, je remarque une hausse des demandes. Alors après, je pense aussi que on peut accompagner donc les collectivités dans le cadre de conventions que nous avons avec le FIPHFP. Et c'est vrai qu'on a démarré notre première convention donc en 2009 et on a extrêmement communiqué sur justement tout ce qui est handicap psychique, mental et cognitif. Et du coup, vous avez sensibilisé le public aujourd'hui. Donc effectivement, donc on a quand même les fruits de l'effort aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les employeurs nous sollicitent fortement pour mobiliser des dispositifs individuels qui ont fait leur preuve aussi, parce que on a quand même accompagné pas mal d'agents. Et effectivement, on est sur du maintien dans l'emploi. Donc des agents qui restent positionnés au sein de leur poste ou bien qui vont être reclassés sur d'autres postes. C'est ce que vous disiez justement, c'est que la question de la sensibilisation, elle est aujourd'hui essentielle. Elle est primordiale. Et c'est vrai que la semaine dernière encore, j'en faisais, donc plus à destination de l'encadrement de proximité. Parce qu'effectivement, on se rend compte que jusqu'à présent, dans nos collectivités, alors pas toutes, mais que certaines ont quand même déjà du mal à dissocier ce que c'est que le handicap psychique du handicap mental. Donc déjà, il y a cette première sensibilisation à faire à la fois à destination de nos DRH, mais également de notre encadrement, et puis des autres professionnels de santé, tels que les assistants sociaux que nous pouvons mettre à disposition dans le cadre de conventions CIG. Et tous nos autres acteurs, santé et sécurité au travail. Effectivement. Ça rejoint le thème de la première table ronde, justement, de la méconnaissance. Donc il y a encore un gros travail pédagogique à faire sur cette notion. Vous disiez justement que face à cette hausse de demande, quand même, vous étiez quand même inquiète. Il y a des problématiques qui émergent aujourd'hui, notamment, on va y revenir, le financement. On en avait parlé un petit peu, c'est une question qui vous pose problème aujourd'hui? Oui, donc effectivement, ça posera plus problème pour les employeurs territoriaux parce qu'effectivement, il y a quand même une baisse des dotations. Donc ça, tout le monde le sait, parce que je pense que c'est suffisamment médiatisé aujourd'hui aussi. Effectivement, l'un des problèmes, ce sera vraiment la question du financement. Donc après, elles peuvent solliciter le FIPHFP, mais c'est vrai que ça peut être difficile pour certaines collectivités de débloquer des financements, même s'ils seront remboursés après par le FIPHFP. Donc ce que je constate déjà, c'est ça. Deuxième élément que je constate, c'est qu'il y a de plus en plus de collectifs qui sont dégradés. Et ça, c'est vrai que c'est fortement inquiétant. Parce qu'effectivement, donc une personne qui va être en situation de handicap psychique, malheureusement, il y aura quand même un impact, et ça, faut quand même se le dire, sur le collectif. Et de cet impact va être créé en fait des situations de troubles psychosociaux. Donc effectivement, on va arriver sur un autre type de problématique. Et c'est vrai que c'est les deux grandes difficultés
que j'ai pu identifier. Alors en plus, comme on l'évoquait tout à l'heure dans le cadre de la première table ronde, il y aura également un problème de ressources, notamment de médecins de prévention, qui sont donc les médecins du travail, parce qu'effectivement, il faut quand même que les dispositifs type ARIM soient pilotés par des médecins de prévention, parce que moi, de base, je ne suis pas médecin, je suis RH. Et donc, effectivement, ça va être quand même l'une des difficultés supplémentaires d'accompagner de plus en plus de personnes avec de moins en moins de moyens, à la fois humains et financiers. Je fais le lien justement avec ce que vous dites sur les médecins, puisque M. Tiberghien devait intervenir sur cette question de la médecine du travail, justement, qui est aussi confronté, je me permets de me faire un peu l'écho de ce qu'il disait, à ce problème de temps. Et c'est pour ça que je vais donner la parole à Clément sur cette question, puisque en fait les médecins aussi sont confrontés à de plus en plus de malades et un temps moins disponible pour pouvoir les recevoir. Oui, ça, je crois que, on peut dire que s'il n'y a pas de temps, ça paraît vraiment impossible. Oui, je voulais faire une petite remarque autour du temps qu'il faut, parce que je crois que dans tout ce qu'on a dit jusque-là, c'est qu'on voit que pour que les systèmes se mettent en place et se développent, il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps. Ça, c'est très important. Et il faut prendre du temps pour la personne elle-même, pour le travailleur lui-même qui est en difficulté, qui est en situation de handicap psychique. Il faut prendre du temps. J'ai envie de dire que, parce que, pour certains pensent qu'effectivement, peut-être que l'entreprise est un hôpital de jour, comme vous disiez. En fait, l'entreprise, ça n'est pas un hôpital de jour. Ça veut dire que, effectivement, avec un travailleur en situation de handicap, il n'est pas question de chercher des modèles relationnels qui soient particuliers. Il faut un commerce relationnel qui est un commerce relationnel, j'ai envie de dire, normal, qui est celui que l'on rencontre dans la vie de tous les jours, et en particulier dans la vie de l'entreprise. Il n'y a aucune raison de faire en sorte que ce commerce relationnel soit différent. De toute façon, la personne qui est en situation de handicap, à ce moment-là, elle se sentirait stigmatisée. Et elle dirait, mais pourquoi on s'adresse à moi de telle façon, alors qu'à mon collègue, on s'adresse d'une autre façon, Donc je crois qu'il y a cette façon de faire qui est la façon de faire comme pour tout un chacun. Mais il y a un petit mais, c'est que autant il faut être avec une personne en situation de handicap psychique comme avec tout un chacun, autant il faut savoir prendre du temps. Je crois que c'est ça qui est fondamental. Et c'est vrai que on y pense tout de suite parce que, par exemple, il y a eu une enquête qui montre, on en a parlé tout de suite au début, là, dans la première table ronde, mais il y a une enquête, c'est ce que j'ai oublié de dire tout de suite, c'est qu'une enquête qui montre, quand on demande aux gens, aux ouvriers, aux travailleurs d'une entreprise, on leur demande, est-ce que vous êtes d'accord pour travailler avec une personne qui a souffert de schizophrénie, Eh bien, les chiffres montrent qu'il y a 30% des salariés qui refusent, 30% qui refusent, et seulement 14% qui acceptent. C'est énorme. Alors ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'effectivement, pour créer ces collectifs de travail, pour faire en sorte que ces collectifs soient satisfaisants pour les uns et pour les autres, il faut prendre beaucoup de temps pour que les gens puissent se parler, pour que les gens puissent effectivement parler de l'organisation du travail. Il faut que les gens puissent parler des combines qu'il faut utiliser dans le travail pour que ça fonctionne. Il faut que les gens puissent échanger, et donc du coup, il faut prendre du temps. Donc non seulement la personne, mais au niveau du collectif. C'est un investissement, on va dire, entre guillemets, je mets bien le mot investissement, mais qui aura justement des retombées intéressantes pour l'entreprise, puisque la personne... Voilà. C'est ce qu'on peut espérer. Je crois que ça n'est pas du temps perdu. C'est ça qui est... je crois que tout ce que vous nous avez raconté, ça nous montre que ça n'est jamais du temps perdu. Le temps qu'on passe, ça n'est jamais du temps perdu. C'est toujours du temps gagné pour la personne, c'est du temps gagné pour l'entreprise, parce que effectivement, je crois que ça crée un climat très particulier dans l'entreprise. Quand les salariés se rendent compte qu'on est capable, que dans l'entreprise, on est capable de prendre du temps pour une personne qui est vulnérable, qui est en difficulté, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si un jour, moi, je suis vulnérable, peut-être que l'entreprise aura la disponibilité qui est nécessaire pour moi également. Et je crois que ça modifie complètement le climat de travail dans une entreprise. Merci Clément Bonnet pour cette intervention. Et ben voilà, on est dans les temps pour cette deuxième table ronde. C'est pas formidable. Si Gisèle ne parle pas trop longtemps, en tout cas, qui va nous conclure cette deuxième table ronde sur le maintien dans l'emploi. Je vais écouter. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je pense que
je pense que les entreprises sont dans une démarche actuellement, moi, que je trouve tout à fait intéressante, d'essayer, je dirais, de rendre effectivement plus humaines les conditions de travail, même si on pense le contraire souvent dans les médias. Je veux dire qu'elles ne sont pas épargnées en général. Moi, l'expérience que j'ai, c'est qu'on rencontre dans les entreprises des gens, dans les entreprises et le secteur public bien évidemment, des gens qui sont prêts effectivement à avancer pour améliorer les conditions de travail. Et pour les personnes en situation de handicap, il y a toute une démarche qui est en cours, hein, en particulier pour le handicap psychique. Vous parliez de cette personne, de la cellule pluridisciplinaire. Au stade où on en est actuellement, on ne peut pas dire qu'il y ait véritablement un équilibre satisfaisant qui ait encore pu être trouvé, hein. C'est un long cheminement. Ça a parfois et souvent des limites, hein. Yannick l'a évoqué tout à l'heure. Il y a des situations où, à un moment, la personne elle-même, d'ailleurs, est parfois en souffrance, où il faut envisager des solutions autres. Dans le privé, je dirais que pratiquement, je trouve que il y a plus de moyens dans des situations justement où les limites font qu'on ne peut pas continuer. Il y a des pensions d'invalidité, il y a des prévoyances qui permettent, je dirais, d'accompagner les personnes vers autre chose. Si on n'arrive pas, je dirais, à trouver un équilibre avec elles. Dans le public, c'est plus compliqué, je trouve. Mais je dirais qu'il ne faut absolument pas généraliser. Les personnes en situation de handicap psychique, c'est comme la population moyenne. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui sont des travailleurs, qui sont consciencieux, qui connaissent les règles de l'entreprise. Ils ont parfois des pathologies lourdes. Mais moi, je pense en particulier à une qui a une pathologie très, très grave, enfin une schizophrène. Mais elle adore le travail, elle est consciencieuse, elle aide les autres, elle est dans la solidarité. Et elle a une place dans son entreprise, dans une grande banque, et personne n'a envie qu'elle s'en aille. À côté de ça, effectivement, vous avez des personnes, comme dans la population ordinaire, qui vont profiter un petit peu du fait qu'ils ont un statut de handicapé, donc exiger un certain nombre d'avantages. Il ne faut surtout pas généraliser, hein. On trouve parmi les personnes qui ont un handicap psychique des personnes qui ont des compétences, qui peuvent travailler, et d'autres pour lesquelles c'est moins évident, hein. Merci beaucoup, Gisèle. Alors, je vais remercier tous nos invités pour cette deuxième table ronde. Sabrina Barrington, Clément Bonnet, Yannick Gervais et Eric Lamotte. Et Gisèle, je crois que vous restez sur scène pour le mot de la fin. Eh bien, comment ? Alors, je vais faire le French Cancan avec l'équipe et Laurence Bernard. J'aimerais que vous nous rejoigniez. Voilà, 2 mots. Merci à toi, Gisèle. Merci d'avoir écrit ce livre. Merci à toi, Clément, d'avoir eu la persévérance voilà, de pousser Gisèle à l'écriture de cet ouvrage. Pour l'équipe, ça représente vraiment quelque chose de très important. C'est la vie d'Arim, c'est ce qu'on a construit depuis 25 ans. Voilà, mais on fait très jeune. Moi, je crois beaucoup à la construction dans la durée, c'est-à-dire que je suis convaincue qu'on construit dans la durée. On construit aussi avec une intelligence collective, et c'est ce qu'on a toujours voulu développer, et Gisèle a impulsé ça avec son dynamisme, son implication, les heures qu'elle a passées, qu'elle passe encore
au travail, en disant que ce qui l'intéresse le plus finalement, c'est d'accompagner les personnes. C'est-à-dire, c'est ça qui la motive, et je crois que c'est ce qui motive aussi toute notre équipe, où chacun a sa place, où chacun est un maillon d'une chaîne qui permet que nos plus grandes récompenses, c'est quand on a des actions réussies, et on a des personnes qui nous remercient, qui remercient leur entreprise, conscientes de la mobilisation que ça représente, des acteurs, de tous les acteurs, c'est-à-dire des financeurs, des partenaires, des entreprises, des Cap Emploi, Pôle Emploi. Voilà, c'est vraiment un travail que l'on mène tous ensemble. Et voilà, et je suis heureuse. Alors, ce n'est qu'une partie de l'équipe. Certains ne sont pas là pour, ils n'ont pas pu se libérer. D'autres sont déjà partis. Mais en tout cas, nos deux médecins, Maria et Joseph, ils font le trio avec Gisèle, qui sont très impliqués. Et là, depuis de nombreuses années, Timmy Cassereau, que vous connaissez, qui est partie déjà, mais qui a été la première en fait à nous apporter cette notion de coach que maintenant, dont on parle beaucoup, notamment avec l'emploi accompagné. Mais la première fois, c'était il y a plus de 15 ans, et où elle se disait mécanicienne de vie, avec cette notion de coaching. Les petits nouveaux qui nous ont rejoints plus récemment. Françoise, bien sûr, que certains d'entre vous connaissent, sont au téléphone bien souvent, et qui a la lourde difficulté d'organiser les réunions bilan. Où c'est vraiment... et de faire se croiser les agendas des uns et des autres. Laura, merci beaucoup, vraiment, pour l'organisation de cette soirée. C'était un gros boulot. Mélissa, merci de l'avoir aussi accompagnée dans l'organisation de cette soirée. Laurent, qui nous a rejoints, il a fait ses armes chez nous. Il est parti pour Tours, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. C'était aller faire à Tours. Et il est revenu parce que finalement on lui manquait. Et et on va essayer de développer un petit peu la région ouest, peut-être, du coup. Et puis bien sûr Nathalie qui est coach aussi chez nous, et puis Sylvain qui nous a rejoint aussi il y a pas très longtemps, mais qui est aussi déjà un pilier de l'équipe. Je suis très heureuse de vous avoir tous ce soir. Frédéric et Daniel, une petite mention pour vous, parce que merci aussi de votre contribution et du travail qu'on a pu faire ensemble dans la notion de collaboration, vraiment du travail que l'on a fait ensemble pour la construction de ce groupement ACE, et la mise en place de ces PPS en Ile-de-France. Merci à tous, j'en oublie, je suis désolée, mais voilà. Merci beaucoup. Oh là là. Je vous embrasse pour toute l'équipe alors. Et je vous invite à la 3e mi-temps, n'est-ce pas? Vous avez quelques petites friandises.